Aujourd'hui, on parle de la pharmacie dans le nord du Québec. Je suis Nathalie Marceau. Bienvenue à Très Pharmacien, la balado-diffusion de l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec. Les renseignements contenus dans la balado-diffusion Très Pharmacien sont donnés à titre informatif et éducatif. Ils ne peuvent pas se substituer à l'avis des professionnels de la santé. Si vous avez des questions sur votre état de santé, consultez un professionnel. Bonjour, chers auditeurs. En cette période estivale, on va s'éloigner un petit peu de la clinique et parler de la pharmacie dans le nord du Québec, soit le territoire qui couvre plus de la moitié de la superficie totale de la province. Certains d'entre vous ont peut-être déjà envisagé y travailler, alors que d'autres en connaissent peut-être peu sur la pratique de la pharmacie dans cette belle région. Bref, aujourd'hui, on va vous donner un petit vent de fraîcheur. Et on va se demander qu'est-ce qui distingue la pratique de la pharmacie dans le nord du Québec? Comment est-ce que les soins et services pharmaceutiques y sont organisés? Pour en discuter avec nous, Très Pharmacien reçoit Amélie Fortin, qui est pharmacienne et chef du département de pharmacie du Conseil CRI de la santé et des services sociaux de la Baie-James. Bonjour Amélie. Bonjour. Bienvenue à Très Pharmacien. Pour commencer, Amélie, dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené à travailler comme pharmacienne dans le nord du Québec? Ça a été quoi ton déclencheur? Mais d'abord, merci de m'accueillir. C'est vraiment super d'avoir une tribune pour échanger. Je suis vraiment contente de partager ça avec les auditeurs. Donc, mon parcours à moi, j'ai terminé en 1997 la pharmacie à l'Université de Montréal. Je me suis dirigée vers la pharmacie communautaire. Ensuite de ça, en 2005, j'ai eu envie d'essayer l'entrepreneurship, je dirais. Et donc, j'ai acheté ma pharmacie que j'ai eue pendant une douzaine d'années environ, qui était dans le sud-ouest de Montréal. Donc, milieu très, très urbain, là. Mais j'avais toujours eu envie de découvrir des nouveaux défis, des nouvelles populations, des nouvelles pratiques. Et donc, en 2016, pour combler ce besoin-là, j'ai commencé à faire du remplacement, puis aussi un peu d'aide humanitaire là, en Afrique. Et donc, en 2019, avec mes parcours de remplacement, je suis atterrie au Conseil CRI. Et de fil en aiguille, on m'a offert un poste à temps plein pour développer les services dans une communauté qui était à l'époque un dispensaire. Et donc, on voulait implanter une pharmacie formellement avec un pharmacien 100% du temps. Et donc, je suis tombée en amour avec la population, avec le travail. Et par la suite, en 2021, le poste de pharmacien-chef s'est libéré et j'ai décidé d'appliquer tout simplement pour combler un nouveau défi, je dirais. En effet, c'est un beau défi. Écoute, quand même, une pharmacienne urbaine qui vient de Montréal. Comment ça fonctionne, les déplacements entre Chisasibi et Montréal? Oui, effectivement, c'est très différent de tous les autres emplois. Effectivement, on ne peut pas aller soir et matin au travail, de chez nous. On comprend bien qu'il faut aller habiter sur le territoire là, pour pouvoir offrir des services. Donc, on habite à temps plein sur le territoire là, quand on a un emploi à temps plein. Et puis, on sort du territoire, conventionné là, avec les ententes gouvernementales. Donc, on a droit à 4 sorties par année. Donc, on vit là-bas, on a une maison, un appartement qui nous est fourni par l'employeur. Et puis, 4 fois par année, pour 4 semaines, on sort et on a du temps libre. On peut travailler ailleurs si on veut, on peut partir en voyage, on peut faire ce qu'on veut. Quand même intéressant. Fait que, donc, tu travailles pendant combien de semaines sur place? Typiquement, on va travailler 8 à 9 semaines. On va sortir 4 semaines. Ce qui fait qu'en tout, on va travailler 30 quelques semaines sur territoire, puis on va avoir 17 semaines en congé. Donc, c'est quand même dur à battre, mais pour recruter, notre DSP a bonifié ça et nous offre des sorties business pour aller faire de la formation, pour aller s'enrichir là, d'une autre façon. Et donc, ils ont aussi développé le télétravail, ce qui fait qu'en tout et partout, on passe 27 semaines à peu près sur le territoire, 8 en télétravail, puis le reste en congé. D'accord. J'aimerais ça que tu me parles un peu de tes expériences comme pharmacienne-chef du département au sein du Conseil CRI. Comment est-ce que les pharmacies sont organisées? Bon, d'abord, le Grand Nord, c'est quand même plus éclectique là, que juste le Conseil CRI. Donc, la définition du Grand Nord peut englober vraiment plusieurs régions avec des lois puis des réalités différentes. Donc, moi, je travaille au Conseil CRI et on sert la population autochtone de la Baie-James. Mais dans la région de la Baie-James, il y a aussi là, j'oublie tout le temps exactement c'est quoi le nom, là, CRSSS Baie-James, qui, lui, sert la population allochtone sur le même territoire. On a aussi le Nunavik,
qui va servir les Inuits. Et on a aussi la Côte-Nord, la basse Côte-Nord, qui vont servir, entre autres, les Naskapi, qui va aller jusqu'à Blanc-Sablon. Puis parfois aussi, on englobe dans le Nord l'Abitibi, qui va partager aussi des populations puis des réalités qui nous rejoignent. Donc, c'est vraiment très, très large. Les Inuits, les Cris, les Naskapi sont différents parce qu'ils ont des ententes particulières avec le gouvernement québécois. Donc, pour mon organisation à moi, ainsi que le Nunavik, il y a la loi qu'on appelle la Convention de la baie James et du Nord québécois qui s'applique. Donc, c'est des lois un petit peu plus différentes du reste de la population qui vont favoriser l'autonomie, la prise en charge, vraiment ciblée sur les populations autochtones, dans le respect de leurs traditions. Et au Conseil CRI, la loi qui s'applique pour nous, c'est la loi S5, la loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Autochtones CRI. Ça fait qu'on a parfois des demandes différentes là, de la part de notre organisation pour vraiment remplir les besoins des Autochtones, mais on a aussi une grande liberté pour justement s'ajuster à leurs besoins et à leur réalité. Dirais-tu que ta pratique de la pharmacie, elle est très différente de la pratique que tu avais, mettons, quand tu étais à Montréal? La pratique, oui, elle est différente. Elle englobe vraiment plusieurs choses. Puis elle englobe aussi le fait de prendre en considération les réalités autochtones, leurs traditions, leur culture, leur histoire, leurs problèmes de santé différents. On parle beaucoup de trauma générationnel. Donc, on voit que les problèmes de santé vont perdurer de génération en génération et qui vont influer aussi sur leur état de santé. Donc, il faut approcher ça de façon très, très différente. Je vous dirais un exemple flagrant, c'est quand on voit quelqu'un avec des maladies cardiovasculaires, de cholestérol, on dit il faut éviter les viandes rouges. Oh ouais, mais attention, les Autochtones, ils mangent de la viande chassée, de la viande sauvage. Et dans cette viande-là, il y a très peu de gras. Et donc, pour eux, la viande rouge, elle est correcte. Ça prend du temps avant de réaliser cette réalité-là, là, mais il faut adapter notre discours et nos conseils. Là, et ça, c'en était un exemple. C'est intéressant. Puis tu disais que tu étais engagée dans des dispensaires. Là, je comprends que tu es chef du département. Comment ça se passe, les clientèles hospitalisées, les clientèles ambulatoires? Comment ça se déploie, les soins et services pharmaceutiques? Oui, ça aussi, c'est quelque chose de très intéressant et qui est complètement différent. Donc, mon territoire, il comporte 9 communautés. Et en tout, là, au dernier recensement, on est autour de 20 000 de population réparties dans 9 communautés qui sont, elles, séparées de plusieurs centaines de kilomètres entre elles. Donc, sur notre territoire, on peut se déplacer en voiture et en avion. Il y a une communauté qui, c'est seulement en avion, il n'y a pas de route qui se rend jusque-là. Pour desservir les populations, il y a un hôpital seulement qui est situé à Chisasibi. C'est un hôpital, je dirais, de soins de première ligne, de base. Il n'y a pas de soins intensifs, de chirurgie, d'oncologie. Les gens sont stabilisés, ils vont être traités pour des conditions mineures, mais tout ce qui dépasse notre champ d'expertise, ils vont être med-évaqués. Donc, évacuation médicale, principalement par avion, vers des hôpitaux partenaires au sud. Dans chacune des communautés, il y a l'équivalent d'un CLSC. Et dans ces CLSC-là, il y a une pharmacie. Cette pharmacie-là joue un rôle de support pour les employés du CLSC, donc tout ce qu'une infirmière va avoir besoin pour pratiquer, mais aussi de pharmacie communautaire. Et c'est là que le rôle est vraiment différent, c'est que les pharmaciens vont jouer les deux rôles. Le rôle hospitalier avec la médication d'urgence, les antibiotiques intraveineux par exemple, et on va jouer tout le côté chronique, maladies cardiovasculaires, diabète, etc. pour la population. Et donc, on a vraiment les deux côtés là, de nos patients. Et dis-moi, là, tu sais, ici, là, on parle souvent de la pratique, la pharmacie, l'autonomie, le développement des nouvelles activités de la loi sur la pharmacie. Comment tu évaluerais ton degré d'autonomie comme pharmacienne? Je dirais qu'on a énormément d'autonomie. Par contre, on n'a pas assez d'effectifs pour exercer toute l'autonomie qu'on a. Parce que dans ces régions éloignées-là, il faut dire que tous les professionnels sont un petit peu dans la même situation, c'est-à-dire qu'on est hors de notre zone de confort. Parce qu'on fait tellement de tout. Et donc, par exemple, dans mes pharmacies, j'ai 2 endroits où il y a de l'hémodialyse. C'est quand même un service assez spécialisé. C'est pas vrai que les pharmaciens sont tous à l'aise avec ça, mais il faut le développer avec le temps. Les médecins qui sont là sont la plupart des généralistes. Donc, aussi, ils ne sont pas habitués. Les infirmières viennent de différents milieux. Il faut qu'elles soient habilitées à faire autant de la pédiatrie que des soins gériatriques. Donc, ça fait vraiment qu'on devient généraliste. On connaît un peu de tout. Il y a beaucoup plus de collaboration à ce niveau-là. C'est vraiment intéressant puis enrichissant, là. Fait que j'entends collaboration interprofessionnelle, puis sortir de sa zone de confort. Oh, définitivement.
Donc, Amélie, tu me parles de MEDEVAC, là, d'évacuation par les airs dans les cas urgents. Comment on gère ça en attendant, disons, les secours? Là, je pense à un patient qui aurait, par exemple, un choc septique ou qui aurait un trauma orthopédique important, très souffrant. Comment tu vis ça? Oui, ça, c'est des situations très stressantes pour tous, mais bon, on est quand même organisé pour ça. Les équipes sur place, on a tous, dans chacun des CLSC et à l'hôpital, des crash carts, donc des cartes qui vont contenir les médicaments d'urgence. Et contrairement à ce qu'on voit dans les hôpitaux, notre carte contient pour tout type d'urgence. Donc, d'un accouchement prématuré à des chocs, c'est vraiment rempli de médicaments. Et donc, le but pour nous, ça va être de stabiliser le patient. Les médecins sont en général déjà au téléphone. On appelle tout de suite notre centre de relais. Pour nous, habituellement, c'est le CUSUM à Montréal qui va accueillir la plupart de nos patients. Il y a aussi parfois Val-d'Or et Chibougamau là, pour certaines communautés. Mais donc, les médecins sont en contact et souvent, le spécialiste au téléphone va lui dire « Est-ce que tu as accès à telle médication? Donne-le à telle dose, etc., etc. » Et donc, on stabilise le patient et on croise les doigts pour qu'il y ait un avion qui arrive dans des temps raisonnables pour évacuer ce patient-là. Et parfois, ça peut être très, très long et très stressant. Par exemple, si on a des patients intubés et qu'on voit nos doses de propofol descendre, diminuer, oui. On commence à avoir chaud. Et donc, ça peut arriver parfois à cause des températures. L'avion a de la difficulté à se poser, la météo, tout ça, et qu'on doit tenir des patients là, longtemps dans les communautés avant de les évacuer. C'est quelque chose qui est quand même très stressant aussi pour les patients. C'est un risque aussi pour leur santé là, à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Je peux juste imaginer là, d'être dans cette attente-là là, de secours, ça doit être stressant. Amélie, tu sais que dans le Sud, comme tu dirais, on est en train de travailler sur le déploiement d'un nouveau dossier de santé numérique au Québec. Est-ce que vous allez avoir le DSN dans le Grand Nord? Bien, je l'espère. Mais je peux vous dire tout de suite que c'est pas pour demain. Donc, dans le Grand Nord, il existe encore des communautés qui n'ont pas de services pharmaceutiques du tout, pour la simple et bonne raison que leurs dossiers pharmaceutiques ne sont pas informatisés. Donc, chez nous, on a encore 6 communautés dont les dossiers sont papier. Les médicaments sont dans le dossier papier et le patient n'a pas non plus ses médicaments poussés au DSQ. Il n'y a juste pas de service pharmaceutique. Pour nous, c'est un grand problème et c'est dans nos priorités de développer les services pharmaceutiques pour ces patients-là. Je dirais que depuis la pandémie, avec la réalité du télétravail, on peut vraiment mieux envisager comment on va le faire avant de penser mon Dieu, comment on va faire pour avoir un pharmacien sur place dans ces 9 communautés-là, alors qu'on a de la difficulté à combler nos 3 pharmacies. Mais aussi, l'arrivée des TP nous donne un espoir de pouvoir mieux développer ces services-là parce qu'un TP, avec leur champ de pratique, vont pouvoir combler le manque d'un pharmacien sur place si on a des pharmaciens en télétravail qui peuvent les supporter. Alors ça, on travaille très, très fort, mon équipe et moi, pour développer ces services-là parce que par exemple, ça fait que pour ces patients de ces 6 communautés-là, quand ils vont à Montréal, l'habitude des médecins, c'est d'aller voir au DSQ. Et là, ils voient qu'il n'y a rien ou à peu près pas, ou juste les médicaments qu'ils ont pu prendre à Val-d'Or ou à Montréal. Puis ils disent au patient, ben tu prends pas tes médicaments. Le patient, ben oui, je les prends. Fait que ça cause des problèmes. Aussi, c'est que c'est le dispensaire qui doit envoyer la liste de médicaments, une liste qui est écrite souvent à la main. Puis là, les médicaments sont rajoutés un à la suite de l'autre. Tu sais plus trop ce qui est actif de ce qui ne l'est pas. C'est énorme comme risque là, médicamenteux pour les patients. Fait que tu parles de TP, là, puis pour les auditeurs qui sont moins familiers avec le domaine de la pharmacie, on parle de techniciens en pharmacie là, qui viennent de graduer de la première cohorte. Ce qui me vient en tête, c'est qu'en ce moment, est-ce que ce sont des pharmaciens puis des assistants techniques en pharmacie qui sont dans les dispensaires? Oui, nos 3 pharmacies principales, on a des pharmaciens et des assistants techniques. Nos assistants techniques, principalement, ce sont des assistants techniques locales, donc ce sont des Autochtones. C'est vraiment super parce que la moitié de la journée, je comprends pas ce qui se dit dans ma pharmacie, mais c'est super parce que j'apprends des mots. Pas toujours les bons, malheureusement. Ce qui fait que dans les dispensaires où est-ce qu'on ne peut pas avoir de pharmacien, on essaie d'aller faire des visites. Ce sont aussi des assistantes techniques locales. On a un grand défi de formation avec elles parce qu'on n'est pas sur place. Et donc, ça devient difficile d'offrir des services
je dirais, de qualité, pas parce qu'elles sont pas bonnes, pas parce qu'elles veulent pas, mais parce que de par la structure là, du département, la nécessité pour former quelqu'un d'être sur place, c'est un très grand défi. Mm-hmm. Et le personnel technique, c'est un défi ici aussi. Fait que je peux comprendre d'en avoir suffisamment, j'entends. Amélie, je te trouve très inspirante, là, puis j'entends ta pratique, puis j'ai presque envie d'aller vous aider dans le nord du Québec, là. On a parlé un peu de tes expériences professionnelles, ce que ça t'amène en termes d'autonomie puis bon, de stress dans les situations urgentes. Qu'est-ce que ça t'apporte sur le plan personnel? Sur le plan personnel, bon, ça va être un peu cliché, mais je dirais que je suis devenue une meilleure personne. Travailler avec les communautés autochtones, les premières fois où je suis allée, je me suis rendu compte de l'iniquité des soins et services auxquels elles avaient accès. Elles ont un grand accès aux soins parce que les médecins sont présents, il y a des infirmières, elles n'attendent pas des heures à l'urgence, là, ces personnes-là. Par contre, en termes de suivi, puis surtout au niveau pharmaceutique, vu qu'il y en a une grande partie qui ne sont pas au DSQ, je trouvais que c'était tellement inéquitable pour ces populations-là. Ça, c'est venu vraiment me toucher. L'autre chose qui me touche beaucoup, c'est leur vision de la vie en général et de la famille. Tu sais, moi, je suis urbaine, je suis montréalaise, ma famille est de Montréal, on roule à 100 000 à l'heure, là. Arriver là-bas, c'est un autre rythme complètement. Ils sont énormément centrés sur la famille. Et donc, le travail prend une dimension secondaire. Si la grand-mère va pas bien, la tante, la cousine, le fils, c'est la famille qui passe en premier. Ça aide à remettre les choses en perspective à un niveau personnel. L'autre chose aussi qui est vraiment frappant, c'est le rapport au temps. Bon, c'est sûr que des fois, ça énerve parce qu'ils sont jamais là à l'heure, là. Mais c'est pas qu'ils sont pas là à l'heure, je veux dire. C'est que le temps, pour eux, c'est malléable et on fait au moment présent ce qui est important de faire à ce moment-là, je dirais. Ils appellent ça des fois le Indian Time, là. Un exemple de ça, j'avais une assistante technique à Waskaganish, on est l'après-midi, et à 3 heures, elle me dit « Excuse-moi, Amélie, je dois quitter. Je dois aller aider mon conjoint mettre la chaloupe à l'eau. » Je suis comme « Ben, c'est parce qu'il est 3 heures, tu sais, pour attendre à 5 heures quand on termine. » Et elle me répond « Mais je peux pas, la marée, elle est haute présentement. » Et c'est un reality check, là, de voir à quel point ils sont, le rapport au temps aussi, le rapport à la nature. Ouais. Exactement, c'est ça. Une autre chose aussi, pour nous, on a le spring break. Tu une semaine dans le calendrier, c'est la même, tu sais à quoi t'attendre, tu peux planifier tes vacances. Alors moi, il me disait, on a le goose break, c'est l'équivalent du spring break. Je dis, OK, c'est quand? Ben, c'est fin avril, début mai, là. Là, je posais des questions, puis j'étais insistante. Jusqu'à temps qu'il y en a une qui me regarde avec un air de « mais donc ben, nounoune, elle. » Mais elle dit « Amélie, le goose break, c'est quand les oies vont arriver. C'est de la migration, on le sait pas. » Je me sentais vraiment, là, tu sais, déconnectée totalement. Mais c'est à ce point que, pour moi, ça m'a vraiment aidé à remettre le focus sur les choses importantes dans ma vie. De voir ces gens-là, puis de voir cette réalité-là. Je pense que c'est pour ça que j'y retourne, c'est ce choc-là, j'en ai besoin. Ouais, c'est inspirant quand même le rapport à la famille, au temps, à la nature. Moi aussi, étant montréalaise, ça va vite, puis c'est pas nécessairement les 3 priorités dans la vie. Hein? Exactement, oui. On enregistre ce balado en mai, en prévision d'une mise en ligne à l'été. Donc, on ne le sait pas en ce moment s'il y a des feux de forêt dans le nord du Québec et j'espère que non. Mais l'année dernière, en 2023, il y en avait beaucoup. Donc, j'aimerais savoir comment tu as vécu l'impact des feux de forêt l'année dernière. Oui, ça, c'est toute une aventure, hein? Donc, je l'ai vécu vraiment à plusieurs niveaux. Tout d'abord, comme gestionnaire, je suis quand même responsable de 9 communautés et il y en a 8 qui ont été touchées par des feux et des évacuations à divers degrés. Donc, on avait une partie de nos patients qui étaient évacués à l'extérieur du territoire, mais pas tous. Donc, on avait des patients qui restaient. Il y avait un défi de gestion de créer des partenariats avec des pharmacies où les patients étaient évacués et aussi d'expliquer qu'on n'avait pas de dossier électronique pour certains, exactement, qui créait des difficultés parce que les infirmières n'ont pas pu partir avec les dossiers papier de tous leurs patients. Donc, il fallait travailler avec des documents à peu près ou parfois avec ce que le patient nous disait parce qu'on n'avait pas le choix. L'autre chose, c'est
défi de gestion, c'était pour les patients qui restaient. Il fallait quand même faire venir la médication et les routes étaient fermées. Alors donc, il y avait des négociations avec la sécurité civile, avec le ministère, avec compagnie d'aviation pour mettre des médicaments sur les avions. Puis à un moment donné, c'était on met des médicaments, on met de la nourriture, tu sais, je veux dire, il y a même eu ce genre de discussion-là. Ensuite de ça, il y avait les employés à gérer, il y avait des employés d'agence qui venaient venir remplacer. Là, ils venaient-tu, ils venaient pas, on ne sait pas. Les avions, est-ce qu'ils priorisaient les patients? Bref, ça, c'était vraiment difficile. Comme pharmacienne, concernant la trajectoire de soins, c'est ça a mis en lumière les lacunes qu'on avait là, dans l'informatisation des dossiers des 6 communautés. Il fallait aussi choisir les médicaments pour les sites où est-ce qu'ils étaient évacués parce que oui, on a eu la réflexion de dire ces patients-là, ils s'en vont dans des endroits où il y a des pharmacies communautaires, donc ils ont juste à être servis par la pharmacie communautaire. Mais si on revient à ce que je disais tantôt, où est-ce que nos communautés, elles ont un historique, elles ont un vécu, elles ont des besoins particuliers, d'aller attendre 6 heures dans une clinique d'urgence pour se faire voir par un médecin qui ne les connaît pas, ça crée beaucoup, beaucoup de stress. On a retenu qu'il fallait avoir certaines médications d'urgence et de soins de confort sur place pour pouvoir traiter, parce que nos infirmières étaient sur place aussi dans les sites d'évacuation. D'accord. Donc, il y avait ça aussi à gérer. Puis, au niveau personnel, là, c'est comme si j'étais dans un état second. Là. J'étais en mode automatique pour gérer tout ça. C'est comme si j'étais un peu hors de mon corps. Je pensais pas à ma propre sécurité, sauf la fois où il pleuvait des cendres. Oh. Ça me marque beaucoup. Puis ça m'est arrivé souvent de pleurer, là, de désespoir, d'impuissance, tu sais, face à cette force de la nature contre laquelle on peut rien faire, là. Je me sentais tout seule, puis je trouvais ça triste aussi, tu sais, on en a parlé des feux au début, surtout quand ça a touché la population de Chibougamau. Mais après ça, le reste de l'été, c'est comme si on était oubliés. Puis ça m'attristait parce que je me dis, encore une fois, tu sais, personne. on est un peu oubliés, là, effectivement, là. Donc, ouais, c'était tout un choc. C'est quand même un témoignage émouvant. Oui. Amélie, on arrive en fin de balado. Il y a peut-être des gens comme moi là, qui t'écoutent puis qui sont inspirés, là, puis ça leur donne peut-être des idées. Ça serait quoi le conseil que tu donnerais à un jeune qui écoute en ce moment puis qui se dit peut-être que la pratique de la pharmacie dans le nord du Québec, ça serait pour moi? Qu'est-ce que tu lui dirais? C'est sûr que moi, tu sais, mon amour fait que je dis c'est un super milieu qui mérite d'être découvert. C'est peut-être un milieu aussi où tu peux explorer différentes facettes de la pharmacie parce qu'on fait autant du communautaire, de l'hospitalier, un peu de GMF, un peu de CHSLD. Donc, on fait à peu près de tout. Tu peux découvrir plein de choses, apprendre le contact aussi avec les autres professionnels qui est très enrichissant au niveau de ta profession. C'est aussi un peu comme de voyager dans son propre pays, de travailler avec des gens qui parlent une langue et qui ont une culture différente. C'est vraiment fabuleux. Pour ceux là, que ça les rejoint, là, c'est unique. Là, tu sais. Tu peux faire de l'aide humanitaire en Afrique. C'est un petit peu cet aspect-là avec les populations autochtones. Et donc, c'est vraiment quelque chose à découvrir. Je leur dirais aussi que c'est des milieux qui sont un peu en retard sur le reste de la pharmacie au Québec. Donc, il y a beaucoup de projets à faire, de développement à faire. Donc, si vous avez envie de donner du temps pour aider à supporter le développement des services pharmaceutiques dans ces communautés-là, c'est parfait pour vous. C'est un milieu qui vous convient. J'espère que certains entendent et seront encouragés à peut-être communiquer avec toi dans le futur. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter, Amélie, qu'on n'aurait pas couvert dans notre discussion? Oui, ce que j'aimerais parler, c'est au niveau des communautés autochtones, le travail dans le Nord, il y a un grand désir, puis en fait, je parlais de la loi là, au début. Dans cette loi-là, il y a une grande emphase mise sur l'autonomie et le développement de ces communautés-là. Et donc, je trouve ça intéressant comme pharmacien d'aller là parce que notre travail, c'est pas juste de faire le travail, mais il y a aussi un grand travail de mentorat pour les aider à se développer, à trouver leur voie, puis ultimement avoir des pharmaciens autochtones qui vont répondre aux patients dans leur langue, qui vont leur expliquer leurs soins, leurs médicaments dans leur langue. Et moi, si je prends ma retraite puis j'ai inspiré un pharmacien autochtone, là, moi, je pense que mon travail va avoir été fait. Mais je te le souhaite, en tout cas. Merci beaucoup, Amélie Fortin, d'avoir partagé tes expériences et tes réflexions sur ta pratique dans le Grand Nord du Québec. Je suis pas mal convaincue que tu as réussi à piquer la curiosité de plusieurs de nos auditeurs et à les intéresser à ce type de pratique. Merci beaucoup. Chers auditeurs, c'est déjà la fin de notre petit épisode estival. On se retrouve prochainement. À bientôt!